7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour à tous, demain jeudi 25 août, c'est la copie conforme de la journée d'hier. Toujours beau et chaud avec des températures allant de 19 à 28 degrés. Demain jeudi, nous fêterons les Louis. Le soleil se lèvera à 6h36 pour se coucher à 20h24. Sur Mosaïque aujourd'hui, un gros plan sur l'ESAT de Diemringen et Marianne Gabriel reçoit l'écrivain Gaston Polefa. Excellente journée sur Mosaïque. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Rendez-vous au 20e Salon Bio à Rohrbach-les Beach, les 26, 27 et 28 août. Au programme, plus de 100 exposants, des conférences, des animations et samedi soir à 23h, un grand feu d'artifice. Un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. Pour une rentrée réussie, Majuscule Sarreguemines vous propose un large choix en papeterie de marque. Ben, Puma, Les Mignons et bien d'autres encore. Et surtout, venez découvrir les sacs de marque Herschel, une nouvelle marque et une exclusivité dans la région. Bien sûr, les marques Quicksilver, DDP ou l'indémodable Eastpak vous seront toujours proposés dans un large choix. Vous trouverez sans aucun mal le produit qui vous correspond. Majuscule Sarreguemines, au bureau comme à la maison, à côté du Grand Frais. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Vive le bois! Mobilier, dressing, escalier, porte, une maison tout en harmonie avec Firsch Menuiserie. Soyez Cloud Manager. Choisissez ID Réseau, partenaire des plus grandes marques Cisco, HP, Citrix. Dominique, votre conseiller en revêtement de sol. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Je ne pourrais pas travailler ailleurs. C'est pour ça qu'il y a des CAT. J'ai un fils handicapé, Denis, qui a 43 ans maintenant. Tu étais parmi les premières. J'ai fait de la politique parce que j'avais la conscience que j'avais une responsabilité vis-à-vis des concitoyens, dont ceux qui étaient en difficulté et en situation de handicap. Là, ça fait rien. Le clou, il rentre là et puis c'est bon. Le secteur social, à un moment donné, m'a attiré. Et après, la déficience intellectuelle, telle que je l'ai connue depuis 1976, je me suis senti à l'aise dans le travail qu'on m'a demandé de faire. En 90, c'était vraiment le besoin. Qu'est-ce qu'on fait après l'IM-Pro ? Les enfants qui avaient 17-18 ans, à un moment donné, devaient quitter la région. Les seuls ESAT existants étaient Ingwiller, Saverne, Sarrebourg, Sarreguemines. Donc il était vraiment important de créer cette structure. Et ça s'est fait dans un contexte tout à fait particulier, puisque pour son financement, on a mobilisé les financements de ce qu'on appelait Atelier Relais, qui était exclusivement destiné en direction des entreprises et pour la première fois a été ouvert comme type de financement à des structures gérant le handicap. Je me souviens d'une anecdote, un inspecteur qui est venu pour voir un petit peu où ça allait se passer. Il dit « Mais qu'est-ce que vous allez faire dans cette campagne-là » Et effectivement, on avait autour de nous, en entreprise, que la GPA, on avait Réa à Sarre-Union, on avait Sotralen Sadrolingen, Sarel à Sarre-Union. Donc il est évident que c'est ces entreprises-là qu'on allait interpeller en premier. Le dossier il était assez lourd et je me rappelle que M. Muller, il est allé au conseil général avec un pistolet en plastique sur son bureau. Il a dit ou alors vous faites avec ou alors ça va barder.
Alors il y avait une particularité qui était qu'auparavant c'est l'État qui décidait des investissements, des moyens mis à disposition pour faire les constructions des bâtiments, et c'est nous qui nous sommes substitués quasiment à l'État, qui était d'ailleurs une démarche inédite qui a surpris le ministère. En 90, c'était un bâtiment qui accueillait 20 personnes. Et après, très vite, on s'est rendu compte que les demandes affluaient, puisque les gens savaient qu'à Diemringen, il y avait quelque chose. En 1994, deuxième étape, construction du deuxième hall de travail, juste celui derrière moi, avec cet espace-là. On a construit le troisième bâtiment, là devant, on a mis l'entreprise adaptée là-dedans. Et comme c'était une entreprise adaptée, disons, on a 20 personnes, il y en a d'autres qui ont 90, 100. On s'est dit, on prend une partie du bâtiment et on en fait une cuisine. Ça a été fait en beaucoup de bénévolat avec le président M. Müller. C'est comme ça qu'on est arrivé à développer l'ensemble de nos structures. Et après, se rajoute là-dessus, bien sûr, la question de l'hébergement. Il a été créé un foyer d'hébergement en 1998. Et ensuite, progressivement, d'autres services, comme le service d'accompagnement à la vie sociale, pour les adultes, et je pense aussi au CESAD pour les enfants. Chaque fois, c'était un financement public, avec quand même une particularité qui est pour la partie restauration. Nous avons bénéficié d'un don d'une personne qui était une ancienne pupille de l'État et qui, au moment de son décès, nous a laissé une somme assez conséquente qui nous a permis de faire cet investissement. On a beaucoup de valeurs à défendre. Des valeurs d'entraide en direction des personnes qui ont certaines difficultés, mais qui par ailleurs, elles de leur côté aussi ont une très grande richesse. Nos travailleurs handicapés ont besoin d'un accompagnement durable et on les accueille, disons, de petite enfance jusqu'à ce qu'ils meurent. Ils ont besoin qu'on les écoute, ils ont besoin qu'on les entende, qu'on réponde à leurs questions, qu'on les prenne en charge de façon avec beaucoup d'empathie. Voilà. Tout en respectant aussi d'autres impératifs qui sont des impératifs de production. Il y a à faire bien, il y a des choses à faire comme ça et pas autrement, et donc il y a des règles. Ces règles, on attend d'eux qu'ils les respectent. Ici, ils sont chez eux. Ils sont contents de venir ici tous les jours. Ils sont très fiers du travail qu'ils peuvent faire et ils sont valorisés par leur travail. On a commencé par du conditionnement avec la société Sarel à l'époque, Schneider Electric aujourd'hui, et avec Sotralens à Drohlingen. Parallèlement, on a fait des palettes pour la GPA, et puis d'un autre côté, les espaces verts. Alors, donc on a commencé simultanément avec ces trois activités, le conditionnement, les espaces verts et la fabrication de palettes. Une équipe qui travaille au JFA, c'est-à-dire au jus de fruits d'Alsace à sa réunion. Et une équipe qui travaille au Grand Chai de France, parfois 2-3 personnes, parfois 4 personnes. Avec les entreprises, ce n'était pas évident. Et ça l'est devenu beaucoup plus à partir du moment où, en 1987, il y a une loi qui a été votée pour que les personnes handicapées soient intégrées dans les entreprises. Ça a mis une pression sur les entreprises, parce que derrière, si leur quota n'était pas atteint, ils étaient redevables d'une contribution à la GFIP. La visserie, on l'a fait pour la Sarel.
Et puis on travaille au niveau des palettes pour le haras de Sarral. On a un chiffre d'affaires qui avoisine les 480-500 000 euros au niveau de l'ESAT, chiffre d'affaires brut. En surface de tonte, à peu près 115 à 120 hectares, un peu plus de 40 000 palettes par an. Il y a quand même au moins 100, 120, 150 emplois qui sont concernés par la création en emploi direct ou en emploi indirect. Et surtout, l'autre chose qui a été une pleine réussite, c'est que les jeunes handicapés sont pleinement intégrés à la vie locale, d'une part, mais aussi économique. Il y a une collaboration avec les entreprises. Ce ne sont plus les personnes, disons, qui étaient à un moment donné, je dirais, confinées chez eux, quoi. La personne, elle est heureuse de venir tous les jours ici, ça se voit. Moi, quand j'arrive dans les ateliers, ah bonjour Denise, salut Denise, tout le monde est content d'être là. Et puis voilà, ils sont vraiment, ils sont bien accompagnés. Et là, je tire le chapeau à toute l'équipe. On a vraiment une équipe qui est très professionnelle, soit au niveau de la direction ou au niveau des encadrants. Ils font vraiment leur boulot. Donc là, tu as le plan de chargement. On va charger en 2 mètres. Et c'est parti. Les moments intenses, bon, c'est personnel aussi, parce que parfois vous avez des approches avec différents travailleurs qui vous touchent beaucoup. Par exemple, quand je viens et puis qu'on me serre dans les bras, bonjour Denise, ils ressentent aussi l'amour qu'on porte pour eux. Comme je vis dans un appartement à Dimrigan, il faut payer les factures, tout ça, il faut les sous. Pour ça, j'aime bien venir travailler ici. Les encadrants sont très sympas. Ils nous comprennent nos difficultés qu'on a. Ils ne sont pas là pour nous stresser. Ils sont vraiment très cool avec nous. Je ne pourrais pas travailler ailleurs, parce qu'ailleurs, c'est rapide. Et là c'est bien. C'est pour ça qu'il y a des IAT, des gens qui ne peuvent pas travailler à l'extérieur. Avant, j'étais à Sarreguemines à l'école IME. Et je suis rentré en 2000 ici au CAT. Au début, non. En 90, quand je suis venue, non, c'était pas trop bien. Parce que comme je ne comprenais pas l'alsacien, j'avais du mal à m'adapter avec les autres, tout ça. Mais maintenant, ça va maintenant. Je trouve que c'est agréable, on a des bons collègues, on s'entend très bien, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là, quoi. C'est très bien, c'est agréable. Puis le travail me plaît, j'aime faire ce que je fais, donc c'est bon. Comme ça, j'adore travailler dehors en espace vert. C'est la nature, le contact avec les gens, c'est convivial, c'est plaisant. On n'a pas eu de conflit majeur, ni avec les familles, ni avec les travailleurs, ni entre le personnel. Et je pense que ça, c'est une grande satisfaction de 25 années de travail. Bon, c'est une fierté d'élus et d'hommes. Je pense qu'on ne peut pas diviser les deux. Il y a l'un et l'autre qui se retrouvent dans la même personne. Quand on va rencontrer nos interlocuteurs au niveau de l'ARS, au niveau du Conseil général, on est entendu. Fier de ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, fier de pouvoir accueillir les enfants et les adultes ici, très fier de la construction, très fier de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Et là, je salue aussi le conseil d'administration qui épaule aussi, qui sont tous, on est tous dans le même bateau. L'avenir, bien accueillir les gens, ça, il faut que ça reste comme fond, que le CAT continue à fonctionner comme il fonctionne avec les services qu'on a et continue à se développer forcément en fonction des besoins des entreprises. On a construit beaucoup de choses, mais maintenant il faut construire l'avenir. Et ça, c'est pas une mince affaire parce que vous savez peut-être comme tout le monde, les caisses sont vides partout. Que faire avec les retraités? Et toutes les structures sont confrontées au même problème. À côté de l'ESAT, là, on a un projet de construction justement pour un foyer
pour accueillir nos personnes retraitées, personnes vieillissantes, accueil de jour aussi pour les handicapés. Alors d'autre part, il y a un autre projet, mais qui concerne les jeunes, qui sont au niveau de l'IME, c'est créer une structure pour l'accueil de jeunes autistes. Et là, le projet est assez bien engagé, c'est la communauté des communes qui assure la maîtrise d'ouvrage, donc nous sommes en phase d'acquérir le bâtiment et puis par la suite d'assurer la construction. Le 25 ans de l'ESAT représente pour moi beaucoup de bonheur. C'est un bel anniversaire et on est très satisfait de cette structure et aussi du personnel d'encadrement, de la direction et de tout ce qui en ressort. C'est la satisfaction de travailler avec une équipe de responsables qui avait toujours à cœur de travailler efficacement, où chacun a pris ses responsabilités, chacun dans les compétences qui étaient les siennes essayait de contribuer à l'objectif qui était le nôtre, qui était donc la réalisation de ce projet. Ils nous comprennent, nos difficultés qu'on a. Ils ne sont pas là pour nous stresser, ils sont vraiment très cool avec nous. Il est professeur de philosophie, écrivain et critique littéraire. Gaston Polefa est un arc-en-ciel qui relie les hommes, les cultures et les religions. Tout commence en Afrique, la terre des origines. Élevé dans la foi animiste et chrétienne, il poursuit ses études en France et se fait l'ambassadeur de l'Afrique à travers ses œuvres. Lire Gaston Polefa, c'est entrer dans un univers de poésie, de grâce, de sensualité et de sacré aux couleurs de l'Afrique. Bonjour à tous. La chrétienté et l'islam sont les principales religions de l'Afrique, mais l'animisme est encore très présent dans la croyance africaine. Gaston Polefa est né au Cameroun. Il est élevé par des religieuses alsaciennes qui le destinaient à une carrière de prêtre en l'envoyant faire ses études à Strasbourg. Finalement, il renonce au sacerdoce pour devenir professeur de philosophie. Dans son livre « Le Dieu perdu dans l'herbe », il nous invite à découvrir l'animisme, une philosophie africaine. Gaston Polefa, bonjour. Bonjour. Alors donc, qu'est-ce que c'est l'animisme exactement? Est-ce que c'est une philosophie? Est-ce que c'est une croyance africaine? Qu'est-ce que c'est? C'est une invitation à réapprendre à vivre. Vous savez que la vie est ce qu'il y a de plus immédiat et aussi ce que nous ne parvenons pas toujours à réaliser. Nous sommes des vivants ici et maintenant, certes, mais nous n'accédons pas à ce qu'on appelle vivre. Alors la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui fait que ce vivre qui nous a toujours déjà été donné, c'est-à-dire ce qui nous est depuis toujours accordé, avant même qu'on s'en doute que nous vivons, pourquoi cela nous devient à ce point impossible? Alors la question se pose, mais la réponse m'a été donnée par une petite femme de rien du tout, une femme pygmée, de la forêt équatoriale, qui m'a pris par la main pour m'amener dans ce qu'on appelle l'initiation. L'initiation, l'éveil total de l'être. Alors avant d'en arriver là, est-ce que l'animisme est encore très présent en Afrique? Est-ce que ça pèse dans le quotidien Le mot peser est en trop. Je plaide même pour un retour à l'animisme, l'authentique animisme, qui est d'ailleurs ce qui a précédé toute l'humanité, y compris en Occident. Les philosophes anciens, les philosophes grecs, Sénèque, Épictète, ont été dans cette dynamique de l'animisme. Votre père est animiste.
Votre maman est plutôt bigote. Alors vous avez été effectivement un peu déchiré entre deux cultures. Vous avez été envoyé en France. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Est-ce que vous vous êtes senti dépossédé de votre moi profond? J'ai toujours été entre deux. J'ai été nourri au sein de l'animisme. J'ai grandi sous le toit du christianisme. J'arrive en Occident, j'enseigne la philosophie. Et plutôt que d'être écartelé, j'ai essayé d'intégrer ces trois voies, ces trois piliers de mon être pour parvenir à un seul pilier. J'appelle ça le pilier de l'humanité, être simplement humain. Vous retournez en Afrique et vous rencontrez Tala. Cette femme pygmée, elle est chef de tribu, elle est guérisseuse et vous la rencontrez pendant 7 jours. Alors le mot 7 jours, c'est important que ce soit 7 jours? Dans le livre, la façon dont je le raconte, c'est 7 jours, mais on s'est vu plusieurs années. Mais j'ai retenu cette séquence de 7 jours parce qu'elle est plutôt symbolique. Oui. Les 7 jours, c'est les 7 de la création, c'est l'accomplissement. Et il était temps pour moi de lui restituer ce qui était à elle et de restituer aussi à l'humanité ce que nous avons perdu. Nous devenons des étrangers de nous-mêmes. On ne sait plus se regarder. On est à l'écart de soi. Et cette femme qui m'a ouvert les yeux de l'intérieur, m'a réappris à me rencontrer. Que vous a-t-elle apporté dans votre quotidien? Vous êtes professeur de philosophie. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Elle m'a apporté 2 choses. La première, c'est l'humilité. L'humilité, ce mot qu'on a oublié, qui signifie l'humus et la terre. Réapprendre à être tout simplement. Il faut regarder vers le La simplicité, vers le sol. n'être plus qu'un seul pli. Et la deuxième chose, c'est la joie. Je pense que plus que le bonheur, la joie est ce sentiment qui nous élève. Vous vous rappelez Jésus que ma joie demeure. C'est ce qui nous rend le plus divin possible parce que c'est tout l'être qui s'accomplit dans la joie. Nous ne sommes plus les gens joyeux en Occident et donc ce livre est aussi une façon de se baisser pour rechercher ce qui est à nos pieds. Le Dieu est perdu dans l'herbe, c'est-à-dire la joie est à notre portée. Donc le Dieu perdu dans l'herbe, c'est quelque chose qu'il faut aller chercher? C'est ce qu'il faut chercher à côté de soi, à ses pieds, j'allais même dire à l'intérieur de soi. Réapprendre à écouter, réapprendre à regarder, réapprendre à parler, écouter les mots que nous utilisons, regarder l'autre, regarder autour de soi. Le caillou peut nous raconter une histoire sur nous-mêmes si nous avons réappris à regarder le caillou, à écouter le vent qui passe, à écouter l'oiseau qui chante. On n'écoute plus, on ne regarde plus. Est-ce que vous savez qu'un des philosophes que j'aime le plus, Rousseau était un homme de la ville. Il quitte la ville pour la campagne, il quitte la rue pour les chemins creux, les chemins boueux. C'est là qu'il commence réellement à écrire. Et il est devant ce livre extraordinaire, l'Émile. Vous savez, la phrase de l'Émile, il dit « Vivre est le métier que j'aimerais que tu réapprennes ». C'est exactement cela. Parce que nous sommes tous des Émiles. Nous sommes passés à côté du vivre. Réapprendre à vivre, c'est à réapprendre à respirer, c'est réapprendre à regarder, à marcher, à s'asseoir, à manger. Tout simplement, on a tout perdu. Et donc il est temps de revenir à ce qui toujours avait déjà été là et aussi changer l'idée de l'animisme. On pense que l'animisme est une religion abâtardie. Est-ce que vous savez que le Shinto est proche de l'animisme? C'est une autre forme d'animisme. Mais personne ne considère que le Shinto, au Japon, est une religion abâtardie. Nous avons perdu l'essentiel de nous-mêmes. Et donc, réaccorder l'être, c'est ce que Tala m'a appris à faire. Dans la philosophie animiste, le silence prend une place majeure. La parole est sacrée parce qu'elle a le pouvoir de guérir comme de blesser. Écoutez cet extrait. Monsieur, mais comment parler encore si les mots sont si sacrés? Avant de parler, vérifie si le mot que tu vas utiliser n'abîme pas la chose que tu veux nommer. Mais ça veut dire quoi exactement? Les mots sont comme un fil sur lequel nous avançons en précaire équilibre. On ne tient debout qu'en parlant. Mais ce n'est pas une raison pour aller trop vite et abuser du langage, car la chute est toujours possible. Même si nous tombons, ce sont les mots qui nous relèvent. Sans eux, nous vivons dans le noir. Grâce à eux, nous venons à la lumière du jour. Ils sont la vie elle-même, qu'il faut apprendre à respecter et à aimer. Raison pour laquelle il ne faut pas parler à tort et à travers. Il faut parler peu et se taire si l'on n'a rien à dire.
car si tu parles mal, tu introduis le mal dans le monde. Dans votre ouvrage, vous parlez d'une expérience avec votre père qui est mort peu de temps après, où il vous emmène en voulant vous montrer quelque chose. Et finalement, il y a un long silence. Et ce silence, au départ, c'est une souffrance pour vous et finit par devenir une jubilation. Le silence a été une souffrance pour moi parce que je suis professeur de philosophie. La philosophie, c'est l'expression de la raison. C'est la construction des concepts, c'est l'interrogation perpétuelle, c'est les théories. Or, mon père m'a appris qu'il faut à un moment de sa vie suspendre ce bruit de la raison, cette volonté que nous avons à toujours vouloir donner du sens aux choses, à vouloir tout comprendre. Mon père m'a appris à me dessaisir justement de cette prétention à tout comprendre. Le silence, finalement, c'est la parole primordiale. C'est la parole du corps, la parole originelle, la parole des choses. Se taire, c'est se remettre en harmonie avec l'être qui est devant soi, avec les choses qui nous entourent et d'abord avec soi-même. Dans ce que nous avons d'essentiel, vous savez qu'il y a deux choses en nous. La première, c'est le moi, c'est cette construction sociale, c'est est-ce qu'on me regarde, qui me regarde. Mais le plus important, et c'est là que se trouve le silence, c'est ce qu'on appelle le soi. C'est le moment où on n'a plus rien à prouver à personne. On se tait, on est soi, on s'écoute. L'enseignement de Thala, c'est aussi se ramener finalement aux origines de la connaissance. Quand je veux dire la connaissance, c'est ce qui vient avec la naissance, ou peut-être même bien avant la naissance. Oui, ce que j'appelle le principe ou la lumière principielle. C'est ce qui avait toujours été là, qui nous a précédés, mais nous en sommes éloignés à force de vouloir devenir comme les maîtres du monde. Nous partageons quelque chose de basique avec le ver de terre, avec le lombric, la vie, le vivre. Mais nous avons pensé que la vie est ailleurs. On l'a logée dans l'éternité. L'éternité est déjà ici et maintenant. Je ne crois pas à cette éternité qui va venir. Je pense que si on a appris à respirer sa vie, à vivre tout simplement en homme et en femme, alors l'éternité ne nous pose plus de questions, ne nous pose plus de problème. Et la mort elle-même devient quelque chose de normal. Est-ce que cette initiation, est-ce qu'elle est longue? Est-ce que ça demande beaucoup de remise en question? Bien sûr, vous savez, dans l'initiation, il faut accepter de se dégrossir. Il faut accepter de renoncer à un certain nombre de choses. Renoncer déjà au moi dont je parlais tout à l'heure. L'initiation, littéralement, c'est la mise sur la voie. Et la voie en question, c'est la voie de l'être. C'est la voie de vous-même. On vous ramène à ce que vous avez perdu, le cœur de vous-même, le centre de votre soleil. L'animisme et les autres religions. Vous avez coécrit avec André Chouraki le livre de l'Alliance. Le judaïsme a intégré une forme d'animisme. Le christianisme a intégré. Je vous donne par exemple le cas de la scène. Jésus va partir et il rassemble ses disciples autour de lui, le dernier repas. Et il leur dit, vous mangerez ceci en mémoire de moi. Il n'y a pas plus animiste que ça. Quand je vous donne à manger, c'est moi-même que vous acceptez comme tel. Parce que les mots et les mets sont la même chose. Mes mots et les mets qui sortent de mes mains me représentent. M'accepter, c'est manger ce que je vous ai donné. J'avais un restaurant à Sarrebourg, humanitaire. Et ce restaurant avait pour tâche simplement de réintroduire l'Afrique à Sarrebourg, de faire redécouvrir ce continent qui était, à mon avis, inconnu. Au moment où les gens ont commencé à découvrir véritablement la table africaine, je peux vous dire que c'est avec l'Afrique elle-même qu'ils sont réconciliés. M'accepter, c'est accepter ce que je vous donne. Est-ce que l'animisme pourrait être à l'origine même des religions? Je pense que l'animisme précède toutes les religions. Et donc nous gagnerions à revenir à l'animisme. L'écologie politique a déformé l'animisme puisqu'on n'a pris qu'un aspect de l'animisme, sauver la nature. En fait, ce qu'il faut sauver, c'est tout l'être. Alors, quelle est la place que vous donnez à l'animisme dans la philosophie, justement? Que j'enseigne, oui. J'apprends à mes élèves simplement à être eux-mêmes, à réapprendre à être eux-mêmes, mais sans cesse. Vivre, c'est cela, à s'accepter comme tel. Qu'est-ce que vous a apporté cette collaboration avec André Chouraki? André Chouraki a été un grand homme,
qui m'a parlé comme si j'avais son âge. Et c'est aussi ça la sagesse du judaïsme. Le judaïsme considère que l'élève élève aussi le maître. Et donc nous nous sommes élevés réciproquement. Il a été comme un maître, j'ai été l'élève qui a élevé le maître et le maître a élevé l'élève. Et ça a été une conjugaison des connaissances. Et qu'est devenu Tala depuis? Tala est décédé il y a 2 ans, c'est pour cela que je lui offre justement ce livre, sachant que les Pygmées en Afrique sont un peuple menacé. On leur demande de quitter la nature pour s'installer en ville. Et je pense que c'est un pan de l'humanité qu'on est en train de fermer. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle le titre de votre livre, donc Le Dieu perdu dans l'herbe. C'est édité aux presses du Châtelet. On peut le trouver partout, bien sûr, dans toutes les librairies. Merci. Merci beaucoup d'être venu et merci de nous avoir suivis.